Alors je revins vers la porte de la chapelle et j'attaquai de nouveau l'échangeur, cette fois par le sud-est, passant sous le pont de chemin de fer au but, longeant le bâtiment du booming, puis pour la bretelle de raccordement au périphérique, avant de le rabattre sur la droite, dans la direction de la plaine. Le lendemain, 18 juin 2000, 185e anniversaire de la bataille de Waterloo, je m'installais de bonne heure à la terrasse du café au Maréchal Ney, à l'angle du boulevard et de l'avenue de Saint-Ouen. Le temps était parfaitement dégagé et la température déjà élevée. Donc le temps qu'il fait aujourd'hui, me disais-je, Napoléon aurait réglé son cours à Wellington pour frapper. Puis il se serait retourné contre Blücher et l'aurait expédié en enfer, ou à tout le monde jusqu'en plus. Régulièrement, merdique. Donc on s'occupe pas, quoi, voilà. Et le soir du match, c'est évidemment totalement désert, parce que les gens regardaient un peu, on entendait des clameurs, etc. Mais vous voyez personne, il n'y avait que quelques buts noirs, des camés, qui ne s'intéressaient pas au résultat du match. Donc il y avait littéralement personne, mais personne que peut-être j'aimerais d'ailleurs bien voir ça, mais comme vous avez fait aujourd'hui la place du Zocalo à Mexico, en fait. Oui. Je veux dire, personne comme normalement en temps de guerre, ou des faits comme ça, une guerre, une épidémie, etc., peut faire qu'un endroit normalement très animé soit vide à la finale. Mais moi je me foutais complètement, mais moi j'avais fini par m'y intéresser, parce que j'étais quand même, enfin un peu accidentellement, mais devant une télé, j'étais dans une chambre d'hôpital, etc. Mais je visitais quelqu'un, ça, bien entendu, à la fin, je m'intéressais quand même un peu au fait de la France soit au final, etc. Comme si moi je m'y intéressais, c'était Pardon. Les immeubles qui sont au fond, ça c'est des immeubles donc, vous voyez, bien antérieurs à la guerre, oui, oui. Ont été refaits. Et donc en 2000, on avait été refait, même réhabilité. Les immeubles qui étaient encore dans leur état d'origine. Qui étaient parmi les seuls à avoir survécu au bombardement de la chapelle. Et l'ironie de l'histoire, vous voyez, il y a un petit monument là, très discret. On commémore pas trop les victimes des Alliés à l'époque de la Libération. Cette impasse Marteau, elle a Porte de Pantin, à hauteur de ce rond-point central que surplombe en partie le périphérique, la circulation automobile s'étage sur 3 niveaux. Il résulte de cette disposition une diversité sonore qui est surtout perceptible au milieu de la nuit, quand le trafic s'éclaircit et que les sons particuliers se détachent plus nettement de la rumeur générale. Vue du rond-point, la chaussée du périphérique présente son revers rayé ou côtelé comme le ventre d'une baleine. Au passage des véhicules, si l'on se tient juste en dessous, et que les 2 autres niveaux de circulation sont momentanément silencieux, il en émane des sonorités aquatiques, cailloux mollement roulés dans le lit d'une rivière, ou bulles rejetées. 3 heures du matin, des éclairs zèbrent le ciel au-dessus des 3 tours de la rue Jean Cocteau, puis la porte de Clignancourt, ces quelques passants tardifs, ces prostituées, ces dealers de crack, enquistés toute la nuit dans les 3 passages entre la grille du collège du Trio et la palissade des travaux, tout cela est en un instant noyé sous des trombiers. Quelques filles trouvent refuge sous un abribus, mais elles en sont aussitôt délogées par la violence de l'averse. Cris et cavalcades. Toits, trottoirs et chaussées fument et crépitent, comme plongés dans de l'huile de friture. Dans la chambre voisine de la mienne, à l'hôtel La Terrasse, un couple baise en silence et comme avec fureur, seuls les grincements du sommier de plus en plus rapprochés, trahissant leurs efforts vers une conclusion également muette. Quelques heures avant la fin du XXe siècle, l'homme se tient debout, un peu en retrait, une cigarette calée entre 2 doigts de la main gauche, devant la fenêtre ouverte de la chambre 611. La fenêtre donne sur le périphérique, et plus précisément sur la courbe, un angle droit légèrement arrondi, que décrit celui-ci entre la porte de la Villette et la porte de Pantin.
Les véhicules au sortir de la courbe sur le périphérique extérieur ou à l'entrée de celle-ci sur le périphérique intérieur roulent à une vitesse élevée et régulière, sans à-coups. La circulation est fluide. Il en émane une rumeur ample et uniforme, le seul bruit qui par instant se détache de la masse indistincte des autres étant celui des motos de grosses cylindrées. La température extérieure est supérieure de plusieurs degrés à la moyenne saisonnière, mais il s'agit désormais d'un accident si fréquent qu'il peut être tenu pour la nouvelle norme. De la position qu'il occupe en ce dimanche 31 décembre 2000 vers 3 h de l'après-midi au 6e étage de l'hôtel Village et un peu en retrait de la fenêtre ouverte, l'homme, s'il était équipé d'un fusil à lunettes au magasin garni de balles haute vélocité, et pour peu qu'il sache s'en servir, pourrait presque à coup sûr abattre le conducteur de n'importe quel véhicule circulant sur le périphérique. Il y a des périphes à l'extérieur. Regardez là, il y a un bassin là. Un bassin de verre. Il est beau ce bassin. Est-ce que vous savez à quoi on reconnaît? C'est très simple. Si une voie ferrée est encore empruntée. Pendant 2 ans, c'est resté totalement vide. Vous n'avez pas du tout cet aspect-là qui était beaucoup plus petit. Il y avait 3 arbres. Ils en ont viré 2. Dans le lointain, les étages supérieurs du docteur Robert Debré et le sommet des 2 tours mercuriales de la porte de Bagnolet. Plus près, le toit bosselé du Zénith et celui, plat, de la Cité des Sciences. Les immeubles en tuyaux d'orgue de la rue de Flandre, les voies de la gare de l'Est au point où elles franchissent la rue Corentin-Carly, les gros blocs aux ouvertures bizarres de l'ensemble de Turial-Cambrai, la basilique du Sacré-Cœur, la cour solitaire de la rue des Fillettes et celles qui se font face, à l'angle du boulevard Ney, de part et d'autre de la rue de la Chapelle. Enfin, les enseignes lumineuses échelonnées sur les 2 rives